vais démarrer direct avec cette image. J'utilise cette photo souvent pour illustrer ce qu'on a en tête quand on fait des projets. En général, quand on fait des projets, on pense que le monde est stable, hein, et puis s'il y a des petites fluctuations, c'est les vagues sur la mer. Sauf que dans cette ville, peut-être que vous avez reconnu de quelle ville il s'agissait, c'était Valence en Espagne. Voilà, du jour au lendemain, il peut se passer ça. 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Et ben ça illustre, hein, parmi des nombreux exemples, qu'on est en train de quitter le monde de la continuité pour entrer dans le monde des ruptures. En fait, si je vous le dis différemment, on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Alors, dans le monde de l'écart-type, hein, ça c'est tout le monde qui le dit, hein, c'est le GIEC, c'est l'IPBES, c'est l'IUCN, la CIA, l'OCDE, la Commission européenne. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Tous les scientifiques, tous les rapports scientifiques le disent. Ça va devenir de plus en plus variable et de plus en plus imprévisible. Alors, on peut se demander pourquoi ça nous tombe dessus, pourquoi nous sommes une génération qui va faire l'expérience de fluctuations très fortes. Enfin, quand je dis une génération, hein, tous les rapports scientifiques le disent qu'on en a pour 2 ou 3 siècles. Donc ça va fluctuer de plus en plus et pendant longtemps. Donc comment ça se fait ça? Eh ben, en fait, on peut aller au cœur du problème avec cette histoire-là, et le mot a déjà été prononcé, c'est la performance. La performance, alors que je définis comme un contrôleur de gestion et comme étant la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est dans le monde de la performance, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Ben, en fait, regardez autour de vous. Alors, c'est dans la tech, mais c'est ailleurs, hein, c'est tout le temps. Tout est suroptimisé parce qu'on a mis le compas sur la performance absolument partout. Donc là, c'est 2 exemples, de l'électronique, un lotissement, mais vous voyez que c'est la même rationalité de la performance à toutes les échelles. Mais juste pensez à la façon dont vous avez empilé les assiettes dans votre armoire, votre trajet domicile-travail, la planification des vacances. Tout ça, c'est soumis à l'injonction de performance. Alors vous allez me dire, oui, mais la performance, surtout dans la tech, hein, c'est quand même bien utile, il faut quand même faire un peu de performance, mais le problème, c'est quand on pousse le champ trop loin. Alors je vais vous donner des arguments donc, contre la performance et contre l'optimisation. Donc ça tient en 2 mots en fait, hein. Optimiser fragilise. Alors, vous avez entendu parler du blackout en Espagne. Alors, c'est encore l'Espagne, mais c'est juste une coïncidence. Le blackout en Espagne, voilà, c'est des smart grids qui deviennent stupides, en fait, hein, finalement. Enfin, en tout cas, c'est des réseaux électriques qui ne sont pas capables d'encaisser une disruption quelque part. Mais il y a plein d'autres exemples, hein. La pénurie de moutarde en 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, parce qu'il y a une sécheresse au Canada. Depuis quand on n'a plus de moutarde en France parce qu'il y a une sécheresse au Canada quand même. Le canal de Suez bloqué par un bateau et une bourrasque de vent. Enfin voilà. CrowdStrike, voilà, une panne informatique d'une entreprise de sécurité, enfin une erreur de mise à jour de cybersécurité. Et c'est tous les systèmes Windows du monde qui plantent. Vous voyez à quel point on est dans un système suroptimisé qui craque de partout. Et ça, c'est la partie, disons, la plus anecdotique. Évidemment qu'il y a plein d'autres systèmes. Quand c'est des hôpitaux qui craquent, quand c'est des systèmes alimentaires qui craquent, c'est autre chose, hein. Quand c'est les systèmes d'eau qui craquent, c'est vraiment autre chose. Alors, il y a une autre critique qu'on peut faire de la performance, et ça, vous connaissez ça bien, hein, c'est un truc typique d'ingénieur, ça, c'est l'effet rebond. Alors là, je prends l'exemple des frigos. Les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup de métaux, donc on a fait des progrès de performance, on les a rendus plus sobres. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rend des frigos plus sobres, moins énergivores? Eh ben, ils deviennent plus attractifs, ils créent des nouveaux besoins. Donc on fait des gros frigos, on fait des frigos connectés, on fait des caves à vin, et la population mondiale de frigos consomme plus de ressources. Alors ça, c'est vraiment terrible, c'est très vicieux ça, parce qu'on pense faire de la sobriété et on fait de l'ébriété. Alors ça, quand même, c'est vraiment contre-productif. Alors ça, c'est vrai pour des frigos, mais c'est vrai pour les avions, hein. Regardez le ciel, hein, voilà, le low cost, tout ça parce qu'on fait des avions plus sobres, hein, qui consomment moins de kérosène. Mais c'est plein d'autres choses, hein, les voitures, les écrans plats, la lessive concentrée. On est dans le monde merveilleux des effets rebonds, hein. Pensez à la double authentification. Ça, c'est un effet rebond sur la sécurité. Donc on est là-dedans, hein, dans la performance qui part comme ça en amplification. Et puis il y a un dernier argument, c'est une équation en 3 mots. Donc la performance, hein, somme de l'efficacité et de l'efficience, c'est toujours une performance relative. Donc on est toujours plus ou moins performant qu'un autre. Donc du coup, quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition. Dans une compétition, qui gagne? Alors c'est très simple, hein, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Et ça ne dépend pas du système. C'est toujours vrai. Par exemple, un sportif de compétition, il va être violent avec son corps. Je vous renvoie à Sébastien Chabal, rugbyman, qui est maintenant amnésique, qui ne se souvient plus de ses matchs de rugby.
parce qu'il a eu trop de commotion cérébrale. Bah, ça, c'est voilà, quand on fait de la performance, on est violent. Un pompier qui va au feu, il est violent avec son corps, mais c'est pendant 20 minutes. Après, il s'en va. Le problème, c'est que quand on est dans une culture de la performance, on est dans une culture de la violence. Violence contre les femmes, contre les plus défavorisés, contre les plus vulnérables et contre les écosystèmes. Et donc c'est ça qui nous arrive finalement, c'est qu'on a tellement mis l'accent sur la performance qu'on rentre dans un monde très fluctuant, très variable, très imprévisible, qui craque de partout. Donc c'est tous les sujets socio-écologiques, mais c'est tout simplement parce que les écosystèmes sont épuisés par notre performance. Ils sont essorés par notre performance. On est en train de détruire les habitats terrestres, on est en train de les polluer, on est en train de tuer les habitants. Donc c'est ça en fait. Et donc le monde fluctuant, ça vient pas de nulle part, hein. C'est un monde suroptimisé sur tous les plans, qui est en train de craquer de tous les côtés, y compris les écosystèmes. Donc on est en train de vivre non pas un burn-out humain, mais un burn-out des écosystèmes. Alors ça, c'est finalement, pour moi, c'est le point clé. C'est ce qui va nous guider dans le 21e siècle. La première question à se poser au 21e siècle, si on prend un peu de recul, c'est comment habiter ce monde fluctuant, ce monde turbulent, hein, ce monde VUCA, ce monde banni. Il y a tout un champ sémantique de la variation. Mais c'est ça, hein, c'est la première question à se poser. Quand on réfléchit bien, toutes les autres questions sont secondaires. Ça va tanguer de plus en plus fort. Chaque année, ce sera plus variable. Comment on fait pour habiter ce monde-là? Et c'est là où vous voyez qu'un biologiste est peut-être pertinent, parce que j'ai mis un arbre là, parce que les êtres vivants, en fait, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc, comment font-ils? C'est quoi leur secret, leurs principes, leurs lois qui leur permettent de vivre dans un monde fluctuant? Alors, premier argument, quand on regarde les êtres vivants, ben, ce qu'on voit, c'est que quand ils sont soumis à des écosystèmes très fluctuants, des conditions variables, ce qui est l'essentiel des écosystèmes sur Terre, hein, la mauvaise saison, le froid, la sécheresse et compagnie, ben, ces êtres vivants font des coopérations, des symbioses. Et c'est ça qui domine sur Terre, hein. La plupart des écosystèmes font face à des fluctuations. La plupart des écosystèmes, c'est dans la coopération qui domine, hein. L'océan, par exemple, c'est un énorme champ de coopération. Donc là, vous avez un exemple, la symbiose racine-champignon, que vous connaissez certainement, hein, les champignons qui absorbent l'eau et les sels minéraux, les plantes qui font de la photosynthèse, et tout ça se nourrit mutuellement. Et là, vous avez un réseau dans un sol forestier japonais, vous voyez, des plantes et des champignons en interaction, tout ça très pluriel. Donc ça, c'est la coopération. Alors bon, bah ça c'est plutôt joyeux, hein. Ça veut dire que ce monde fluctuant, il ne va pas nous apporter que des catastrophes, il va plutôt nous pousser à coopérer, hein. En tout cas, c'est ce que nous dit la biologie. Alors quand on regarde bien, bah, c'est en effet ce qui se passe dans les sociétés humaines. Alors sans vouloir nous réduire à des fourmis ou des fougères, hein, mais en fait, on est en train de multiplier les coopérations. Et ce n'est pas une tendance, ce n'est pas une mode, c'est une réponse opérationnelle à un monde qui devient de plus en plus fluctuant. Et d'ailleurs, ceux qui coopèrent très fort, c'est souvent les citoyens, les collectifs citoyens, les entreprises qui sont déjà soumises à des très fortes fluctuations. Donc il y a plein d'exemples, hein, les SCOP, les coopératives, les conventions citoyennes, la science citoyenne, les recherches participatives, tout ça, ça se développe très fort, hein. Bon, bah, ça, c'est un exemple pour dire qu'on est en train de basculer dans ce monde de la coopération. Alors, je pourrais m'arrêter là, je pourrais dire, bah voilà, c'est bon, donc on a trouvé la solution. Alors, il y a un mais. Il y a un mais, et alors ça va vous parler, parce que dans la galaxie des coopérations qu'on a imaginées, il y en a une qui est quand même particulièrement prévalente, c'est la coopération numérique. Alors là, vous voyez des câbles Internet dans les océans de l'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, vous voyez qu'on peut quasiment compter le nombre de câbles, hein. Donc encore une fois, une infrastructure très optimisée, donc très fragile, hein. Ça, c'est très facile à couper. Si vous regardez dans le champ militaire, hein, il y a plein de sous-marins avec des ciseaux, hein. Donc on sait comment on va couper tout ça. Bon, donc ça, c'est extrêmement fragile, mais surtout, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Le problème, c'est que quand on fait une coopération numérique, on a accès à beaucoup d'informations quasiment instantanément. Donc, on peut se connecter avec plein de monde très rapidement. Enfin, ça, vous connaissez ça très bien. Le problème, de nouveau, c'est la performance. Parce que si vous avez un mode de coopération très performant, il va écraser tous les autres modes de coopération. En fait, ça prend le dessus. Alors, qu'est-ce que ça produit, ça? Alors, ça ne produit pas du tout de la coopération, hein. Ça produit de la canalisation. La canalisation, c'est quand, par exemple, ici, là, vous avez un enfant. Maintenant, il n'est plus rare de voir des enfants qui passent 12 heures par jour devant un écran. Bon, bah ça n'a plus rien à voir avec de la coopération, hein. C'est de l'addiction, c'est de la canalisation. On ne voit plus le monde que par ce canal numérique. Donc là, il y a un vrai sujet, hein. Enfin, ça, vous connaissez bien le sujet. Donc,
comment, comment on résout tout ça, là, cette histoire de coopération du vivant et le fait que nous, on a dérapé, en fait, on l'a hybridé avec le culte de la performance. On a fait une coopération numérique performante et du coup, ce n'est plus de la coopération. Ben, en fait, c'est la première leçon du vivant, finalement, c'est de se dire que quand les êtres vivants font face à des fluctuations, alors ils multiplient les coopérations, mais ils multiplient aussi les modes de coopération. C'est qu'ils ne font pas juste un canal de coopération. Ils multiplient, enfin, ils coopèrent de façon électrique, chimique, lumineuse. Enfin, il y a des tas de choses avec des tas de molécules différentes. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de canaux, beaucoup d'espèces différentes. Donc, c'est très, très pluriel. Et donc là, vous voyez, en fait, ça interroge notre rapport au temps, finalement. C'est que nous, quand on est là, enfin, ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est qu'on est depuis des décennies sur une autoroute. On va déjà très, très vite. Et les scientifiques sont en train de nous dire que le brouillard se lève. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On accélère. Alors, je sais pas vous, mais moi, sur une autoroute, quand le brouillard se lève, je n'accélère pas, hein. En général, on ralentit, et on ralentit pas juste pour le plaisir de ralentir. On ralentit pour multiplier les interactions, pour connaître son environnement, pour voir ce qui vient, quoi, hein, les voitures et tout ça. Donc, en fait, c'est ça la première leçon du vivant, c'est que quand ça fluctue, il faut juste réaliser que nous sommes des êtres vivants à 4 dimensions. Les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. Donc, s'il y a urgence, si on manque de temps, ce n'est pas dans le temps que ça va se passer, c'est dans l'espace. Il nous reste les 3 dimensions de l'espace. Et donc, c'est ce que font les êtres vivants. Quand il y a fluctuation, quand il y a urgence, ils n'accélèrent pas, ils densifient leurs interactions avec leur territoire. Ils font des coopérations territoriales. La symbiose, c'est ça, hein, c'est une coopération territoriale. Donc, vous voyez, en fait, ça se passe dans l'espace. Et ce qui est très fort, c'est que quand vous faites de la coopération territoriale, vous ouvrez le temps long. Et là, en fait, vous avez inversé le problème. Donc ça, c'est la première leçon du vivant, de la coopération territoriale, et donc, vous voyez, qui n'est pas performante, finalement, parce que là, on va diversifier localement. Alors, mais c'est un petit peu court quand même, hein, parce que je reste un peu autocritique. On va faire plein d'interactions, et ça va nous permettre de résoudre cette vie dans ce monde fluctuant, hein. Ça paraît un petit peu court, hein, on va faire la farandole, kumbaya, voilà, et puis tout va bien se passer. Bon, c'est un petit peu juste. Donc, je repose ma question. OK, donc les êtres vivants, dans un monde fluctuant, ils font plein d'interactions, mais pourquoi ça marche? Pourquoi les êtres vivants parviennent à vivre dans un monde fluctuant? Alors, ça tient en un mot, et ce mot, c'est la robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Alors, la robustesse, c'est quoi? Je vais le définir, c'est la définition physique de la robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc, vous pouvez penser à un arbre, il est stable dans le vent, hein, voilà, il va s'agiter, mais il va rester là. Et puis, il va quand même continuer à pousser, à faire des feuilles, à faire des branches, donc il est aussi viable malgré les fluctuations. Ça, c'est les êtres vivants. Tous les êtres vivants, y compris votre propre corps, est robuste. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire de robustesse, vous voyez, c'est en fait quand j'ai dit robustesse, j'ai tout dit et j'ai rien dit, hein. Évidemment que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. C'est la définition de la robustesse. Stable et viable dans un monde fluctuant. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment font les êtres vivants pour être robustes. Et alors, c'est là où c'est extraordinaire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Au premier ordre, en tout cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas zéro performance dans le vivant, mais c'est très secondaire. Très, très, très secondaire. Ce qui est en premier, c'est la robustesse. Les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et nous, société humaine, on est performants avant d'être robustes. Donc c'est nous, hein, les extraterrestres sur Terre. Et donc là, en fait, vous avez, ça je vous le dis très tranquillement, là, parce que maintenant c'est démontré, ça, il n'y a plus de questions là-dessus, de l'échelle moléculaire à l'échelle de l'écosystème. Là, j'ai mis des mots, là, ça c'est les mots qu'on trouve dans quand on analyse les réseaux du vivant, hein, les réseaux de neurones, les réseaux métaboliques, les réseaux physiologiques, les réseaux des écosystèmes. Donc inefficacité, il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants, hein. Le vol de la mouche, oui, par exemple, il n'y a pas d'objectif, hein. Enfin, cherchez bien, il n'y en a pas. Hétérogénéité, incertitude, délai, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement. C'est ça qui saute aux yeux. Quand vous analysez un réseau du vivant, c'est ça que vous voyez en premier. Pensez à un arbre, la redondance, voilà, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, c'est incroyable. Regardez le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons, le nombre de villosités que vous avez dans les intestins, le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Nous sommes des êtres extrêmement redondants. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute des marges de manœuvre, ça ajoute du jeu dans les rouages, et ça permet d'absorber les chocs et aussi de construire des chemins viables. Et donc c'est ça. Au premier degré, c'est ça, les êtres vivants, ils sont d'abord robustes. Alors, je vais vous l'illustrer avec mon exemple favori, que j'utilise tout le temps, c'est celui de la température corporelle, mais qui est le plus facile à s'approprier. Donc, vous savez qu'on est à 37 degrés.
Ça, c'est notre température de base. Et puis, quand on a la fièvre, donc quand on chope un virus de la grippe, par exemple, on va monter en température en 38, 39, 40. Quand on analyse l'activité métabolique de nos enzymes, on va se rendre compte que leur optimum d'activité métabolique n'est pas à 37 degrés. En général, il est à 40 degrés. Donc, ça veut dire qu'à 37 degrés, votre métabolisme, votre corps n'est pas très performant. Mais vraiment pas, hein, c'est qu'il est satisfaisant. 10 sur 20, voilà. Mention passable. Hein. Ça tourne, hein, mais vraiment, c'est pas extraordinaire. Hein. À 40 degrés, alors là, par contre, c'est extraordinaire. Vous avez un métabolisme qui est vraiment extrêmement performant. Par contre, évidemment, à 40 degrés, on est un peu claqué. Hein. Enfin, bon, alors, individuellement, on n'est pas très performant, mais notre métabolisme est très performant. Mais pourquoi on est fatigué ? Tout simplement parce que nos enzymes sont en train de faire un burn-out moléculaire. Elles sont en train de tourner tellement vite qu'elles sont en train de s'épuiser et de se dénaturer. Donc on ne peut pas rester très longtemps à 40 degrés. Hein. C'est 3 jours. Après, c'est mortel. On est obligé de revenir à 37 degrés. Et donc, vous voyez le truc, c'est tout simple. À 37 degrés, on n'est pas très performant parce qu'on a gardé énormément de marge de manœuvre. À 40 degrés, on est très performant, mais on est fragile. Et vous voyez bien que dans vos vies, vous allez passer l'essentiel de vos vies à 37 degrés, ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé. Et ça, c'est le mode robuste. Et vous allez passer quelques jours dans votre vie à 40 degrés, qui est le mode performant, mais qui est le mode fragile. Oui, et c'est ça qui domine. Hein. Dans le monde vivant, c'est le mode robuste qui domine. Alors, il y a plein d'autres exemples comme ça. Hein. Le rendement énergétique de la photosynthèse, hein, c'est 1%. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Ça, c'est pour pouvoir vivre avec des fluctuations lumineuses, hein, notamment. Enfin, et puis plein d'autres choses. Mais bon, je passe sur les détails, il y a des milliers d'exemples comme ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça peut nous éclairer, nous, société humaine ? En fait, ça nous fait réaliser que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas une crise géopolitique, ce n'est pas une crise énergétique, ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas une crise sociale, c'est une crise culturelle. Culturelle. Au premier ordre, c'est une crise culturelle. Aurélien Barraud le dirait mieux que moi. C'est une crise culturelle. Ça fait 10 000 ans qu'on a considéré que le progrès de l'humanité, ce serait des gains de performance. Depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, grosso modo, on a augmenté les performances. Et chaque année, voilà, chaque siècle, on a augmenté. Donc ça a commencé avec des extractions, hein, à chaque fois. Hein. On extrait des esclaves, du bois, des plantations, du charbon, du pétrole, aujourd'hui des métaux. Donc c'est toujours très extractiviste. Donc c'est un progrès guidé par la performance. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on est sur une courbe en cloche. Plus on augmente la performance et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. La nature menacée devient menaçante. C'est ça qui se passe. Hein. Le monde fluctuant, c'est ça. Donc, on est dans un moment de rétroaction assez incroyable. Et donc, le progrès, dont on a toujours pensé qu'il était guidé par des gains de performance, c'est plus vrai. Le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Enfin, il faut le dire très clairement, c'est physiquement impossible. Si on continue à augmenter les performances, on va être encore plus efficace, encore plus efficient, on va se canaliser encore plus, l'optimisation qui fragilise, la canalisation, les effets rebonds, et ça va vraiment nous menacer. Donc le futur du progrès, c'est très simple. Le futur du progrès, il faut changer d'axe. Le futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, on n'aura pas le choix. Et quand je dis qu'on n'aura pas le choix, c'est on n'aura pas le choix d'avoir le choix. Parce qu'en fait, quand on fait de la robustesse, c'est pluriel, hein, c'est divers, on diversifie, on explore, on expérimente. Et vous voyez, c'est sur 2 axes différents parce qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. Quand on est très performant, on s'est enferré dans une voie très étroite, on est un super spécialiste. Quand on est très robuste, forcément qu'on est polyvalent, on diversifie, on explore, on expérimente. Donc ça a forcément un coût en performance. Donc ça, c'est très, j'ai envie de dire, très pragmatique. Mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique ? C'est-à-dire que est-ce qu'on est capable, comme ça, nous, là, de quitter le néolithique, hein, parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Là aujourd'hui, là, en 2025, nous allons quitter le néolithique. Le néolithique, c'est quand les humains voulaient contrôler la nature, hein, la domestication, la sédentarisation, l'agriculture. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a perdu le contrôle. Donc il va falloir vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Ça, c'est la fin du néolithique et c'est le début d'une nouvelle ère.
on peut dire l'ère de la robustesse. Mais ça paraît, donc c'est très pragmatique, hein, je ne fais qu'endosser le fait scientifique, là, hein, ça va fluctuer, donc on fait de la robustesse, mais est-ce que c'est réaliste? Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait c'est plus que réaliste. Il y a 20 ans, c'était pas très clair, hein, qu'on avait basculé dans la robustesse. Aujourd'hui, c'est très clair qu'on a basculé dans la robustesse. Quand vous regardez les collectifs de citoyens, les entreprises qui sont déjà soumises à des fortes fluctuations, eh ben, c'est les projets robustes qui émergent, hein. Et c'est en train de contaminer le cœur du système, à vitesse grand V. Ça va de plus en plus vite. Donc là, des exemples. Saint-Martin-d'Auxigny, donc c'est un petit village près de Bourges, qui a subi le remembrement dans les années 50. Donc on canalise les rivières, on augmente les surfaces agricoles, hein, donc à gauche là. Donc ça, c'est une stratégie d'optimisation, stratégie de performance, où ça fragilise, évidemment. Parce que là, on a canalisé les rivières, donc on a créé des autoroutes à eau. Et donc, quand il pleut beaucoup, eh ben, cette autoroute à eau envoie l'eau très rapidement dans la ville voisine et ça l'inonde. Donc, ils se sont fait inonder plusieurs fois. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va quand même réagir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, à droite, ils ont retracé une rivière. Ils ont reméandré leur rivière avec des lacets. Donc, ils ont ralenti leur rivière. Et ben maintenant, cette rivière qui est plus lente, quand il pleut beaucoup, elle déborde dans la parcelle et elle n'inonde plus la ville. Donc, on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Et ben, c'est un exemple typique aux marges des collectifs citoyens qui sont soumis à des fluctuations, qui se prennent en main et qui développent leur robustesse en allant contre la performance. Et ouais, ce qui me plaît bien dans cette histoire-là, c'est que ça arrive aux marges, mais on en parle au journal de France 2 en prime time, à 20h. Donc les marges sont en train de contaminer le cœur. Vous savez, c'est la phrase de Jean-Luc Godard, hein, c'est la marge qui tient la page. Voilà, ben on y est là. Alors ça, c'est un petit exemple. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Un autre exemple dans le monde agricole, par exemple, c'est Just Dig It. Ça, c'est vraiment du low-tech, le plus low-tech qu'on puisse imaginer. Vous êtes aux marges du désert et vous créez des... donc, vous voulez reverdir votre désert, hein, remettre de la vie dans votre désert. Et ben, vous allez juste créer des demi-lunes. Donc, vous tracez, vous voyez, des mini-dunes, hein, 4 mètres de longueur, 50 cm de haut. Et juste parce qu'il y a un différentiel d'altitude, ça va condenser de l'eau au pied de la dune et vous allez reverdir votre désert naturellement. Voilà. Ça émerge. Et donc ça, c'est l'exemple typique de la pensée systémique où on ne cherche plus la solution clé en main, performante, mettre de l'irrigation, mais on va chercher les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Et bien ça, c'est robuste. Parce que du coup, là, il y a juste, voilà, ça va pousser tout seul et se propager, quoi. Donc ça marche très bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit là. Voilà. Donc ici, c'est l'exemple du tout réparable. Si on veut faire de la sobriété, par exemple, on va essayer de faire des objets très sobres ou trouver des technologies pour faire de la sobriété, en oubliant complètement les dépendances externes, hein, de ces trucs-là. Donc en général, ça, c'est la solution clé en main, performante. Alors que si, par exemple, si vous voyez un magnifique fer à repasser réparable, bah, ce magnifique fer à repasser là, il est plus gros, il est plus lourd, il n'est pas sobre, ce fer à repasser. Mais vu qu'il est réparable, eh ben, on va pouvoir le faire durer et on va pouvoir le transmettre. Ce fer à repasser va générer de la sobriété. Et donc là, on a créé les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Oui, la sobriété, hein, ça répond à l'effet rebond, hein. L'effet rebond, c'est quand on ne regarde que la performance, de l'optimisation, et ça génère de l'ébriété. Il faut plutôt que la sobriété, ce soit le produit de sortie. Il faut générer de la sobriété. Et pour générer de la sobriété, il faut en général ne pas commencer par la sobriété. Il faut commencer par la robustesse. C'est la robustesse qui génère de la sobriété. Et c'est dans cet ordre-là, en fait. Ça, c'est vraiment de la pensée systémique qui est pertinente. Alors, le tout réparable, il y a plein d'exemples, toujours pareil, donc ça se multiplie. Des pulls, des jeans, enfin tout un truc, les Repair Café, il y en a 400 en France, hein, l'électronique, les véhicules intermédiaires de l'ADEME, enfin, il y a vraiment énormément de choses. Juste un petit point sur les véhicules intermédiaires de l'ADEME, là, l'extrême défi. Ça, c'est un projet très intéressant parce que ça montre à quel point on est en train de changer. Dans un monde de la performance, on fait des appels à projets compétitifs, hein, où les concurrents ne partagent pas leurs données. Ben, l'extrême défi, ce sont des entreprises qui répondent à un appel à commun. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises qui participent à l'extrême défi partagent intégralement leur modèle économique et toutes leurs innovations. Ça, c'est un appel à commun. Oui, on coopère, hein, parce que le moteur de l'innovation, ce ne sont plus les concurrents, c'est le monde fluctuant. Oui, ça change vraiment tout, hein. C'est vraiment un autre regard sur le monde qui va. Donc c'est très joyeux, hein, en fait, hein, tout ça. Alors il ne faut pas que je sois trop long. Sur les ressources, on parle beaucoup de décarboner l'économie. Hein, décarboner l'économie. Alors moi je suis un peu bêtement scientifique. Est-ce que c'est le bon verbe, hein, décarboner l'économie? Quand on décarbone l'économie, très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le pétrole par des métaux.
Et donc, on change de pollution. Et parfois, ce sont des pollutions bien pires, hein, parce que des pollutions au mercure, au lithium et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'une pollution, une marée noire, hein, par exemple. Une marée noire, on peut encore la gérer, hein. Donc, en fait, il ne faut certainement pas décarboner l'économie, hein. Ça, c'est vraiment c'est le mauvais verbe, hein. Il faut décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone pour émettre moins de CO2. Ça, on va être d'accord, hein. Voilà, donc arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants, ça, on est d'accord. Mais par contre, il ne faut surtout pas décombustionner l'économie. Il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Il faut recarboner l'économie. C'est ça qui est dingue. C'est le contraire. C'est que le carbone, c'est l'atome de la vie. C'est le seul qui permet d'avoir des objets entièrement circulaires. Donc, si on fait de l'économie circulaire, il faut que ce soit de la bioéconomie circulaire, basée sur du carbone photosynthétique, qu'on ne brûle pas, mais qui se recycle dans les écosystèmes. Il faut que la technosphère soit comme l'hydrosphère, soit comme l'atmosphère. Il faut que ça cycle tout ça. Il ne faut pas que ça accumule des déchets, quoi. Ben ça, c'est recarboner l'économie. Donc là, vous avez un exemple, la batterie au lithium. Hein, quand on fait le bilan socio-écologique de la batterie au lithium, c'est assez catastrophique, hein, quand même. Enfin, les mines de lithium, le cobalt du Congo, les mineurs enfants esclaves, enfin, je passe les détails. Donc en fait, si on va dans une batterie, si on voulait des batteries qui soient un peu plus en bioéconomie circulaire, vous avez l'exemple de Linia. Donc ça, c'est une boîte en Suède, hein, qui fait des batteries à base de bois. Donc vous prenez un morceau de bois, vous extrayez la cellulose pour faire du papier, et la lignine, avant, on la valorisait pour chauffer, hein. Ben là, en fait, ils récupèrent la lignine, ils ne la brûlent pas, ils font des films de lignine, et ces films de lignine stockent l'électricité. Et là, vous avez inventé une batterie entièrement biodégradable, produite localement. Alors évidemment qu'il y a un pan juridique, puisqu'on ne va pas faire des forêts pour faire des batteries, hein, on est d'accord. Il faut d'abord, toute la biomasse qu'on produit, ça doit d'abord nourrir les écosystèmes, les services écosystémiques, ensuite l'alimentation humaine, et dans le reste, ça doit nourrir nos biomatériaux. Et là on peut faire de la robustesse. Mais donc, vous voyez, c'est plutôt recarboner l'économie. Donc ça veut dire que ça inverse ce que c'est qu'un ingénieur. Et là, je prends quand même une seconde pour expliquer ça, parce qu'à mon avis, c'est le point clé de ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est en fait les nouveaux ingénieurs. Dans le monde de la performance, les ingénieurs, ce sont des personnes qui font des nouvelles technologies et qui visent des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Le mot ingénieur, hein, c'est un mot de la fin du Moyen-Âge, c'est celui qui construit des engins de guerre, des catapultes et des fortifications, hein. C'est ça, l'ingénieur. Toujours pareil, hein, performance, violence, hein. Ça marche à tous les coups, hein. Enfin, je vous invite Javier Milei, la tronçonneuse, enfin, tout le bazar. Enfin, c'est vraiment incroyable, ça marche vraiment à tous les coups, hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'ingénieur, c'est quelqu'un qui fait de la performance via des délégations techniques distantes. Bah, dans le monde fluctuant qui vient, on ne va pas du tout demander ça aux ingénieurs. On va demander aux ingénieurs de développer des solutions robustes. Dans un monde de plus en plus fluctuant, il faudra des solutions de plus en plus robustes. Alors, c'est quoi des solutions robustes? Eh ben, c'est de la technodiversité. Et là, ça va résonner avec Mixit quand même, techno-diversité. La diversité, ça veut dire qu'on va prévoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Il faut que ce soit que des solutions robustes. Et en plus, il faut que les solutions soient adaptables, réparables, évoluables par les citoyens dans le territoire. Donc ça peut être avec une entreprise locale, hein, ce n'est pas forcément des citoyens en autonomie, hein, mais dans le territoire. Il ne faut pas que ça dépende d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan. Enfin, c'est très fragile. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, hein. Si la semaine prochaine, la Chine envahit Taïwan, c'est terminé ce truc-là. Enfin, c'est fou, hein, quand on y pense, hein, qu'on puisse encore être dans ce délire. Bon, donc ça, c'est ce qu'il faut dire aux élèves ingénieurs qui désertent les écoles d'ingénieurs, hein. On a besoin d'eux, mais c'est leur métier qui va complètement changer. C'est la même science, hein, c'est les mêmes maths, les mêmes physiques, les mêmes sciences sociales, hein. C'est juste que voilà, c'est le sens des technologies qui change. Et vous voyez, ce que ça me permet de dire, là, cette petite diapo, c'est que finalement, un des grands hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance était technophile. C'est le contraire. Le monde de la performance est technophobe. Il est profondément technophobe, le monde de la performance. Parce que quand on fait des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. C'est technophobe. Et en plus, à chaque fois, ça éloigne les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. Le monde de la robustesse est technophile. Parce que quand on a des nouvelles technologies, si elles sont robustes, on les garde. L'impression 3D, par exemple, on garde. Parce que ça permet de faire des objets réparables très longtemps. Mais ce n'est pas pour ça qu'on arrête de faire des maisons en terre crue. On garde aussi. Ça, c'est la robustesse. Et vous voyez qu'en plus, on veut que les citoyens participent à la réparation, à l'évolution des produits techniques. Donc en fait, vous voyez, on réconcilie Ivan Illich là, et la technique, hein, par la robustesse. Oui. On peut faire quelque chose de nettement plus joyeux avec la technique si on pense robustesse d'abord. Allez, je termine avec un petit exemple aussi de Néoloco. Néoloco, c'est un ingénieur, Arnaud Créteau, qui a fait
une boulangerie avec un four solaire. Le four solaire, hein, c'est certainement la techno la plus simple qu'on puisse imaginer, hein, c'est des miroirs. Hein. Bah, sauf que là, il fait du pain avec du soleil et il est à Rouen. Alors à Rouen, bon, il y a du soleil, mais il n'y en a quand même pas non plus tout le temps. Donc comment il fait? Donc il a une ressource fluctuante. Et ben, en fait, il a vraiment pris ça au sérieux. Il a construit tout son modèle économique sur le fait que sa ressource primaire, est fluctuante. Et donc ça veut dire qu'il ne fait plus des baguettes, parce qu'il ne peut pas faire des baguettes tous les jours. Donc il fait du pain au levain qu'on peut garder une semaine, mais il fait aussi d'autres activités. Il torréfie des graines, par exemple, des choses comme ça. Bah, ce modèle économique, donc ça s'appelle néoloco, là, ça marche très bien. Et en fait, là, il a vraiment pris en compte le fait que la ressource primaire est fluctuante. Mais surtout, il a inversé tout son modèle économique pour que ça colle avec cette ressource fluctuante. Et ça marche tellement bien qu'en fait, il a fondé Teled. Et Teled, ça accompagne les entreprises à revoir complètement leur modèle économique sur la base d'une ressource fluctuante. Bah ça, c'est encore un autre signal faible du monde qui bascule de la performance à la robustesse, parce que là, en fait, on s'est enfin posé la bonne question. Il faut arrêter de penser qu'on est branché sur du pétrole ou sur du gaz russe en permanence, quoi, hein. Non, c'est une ressource fluctuante, donc il va falloir, nos ressources énergétiques sont fluctuantes, donc il va plutôt falloir partir de cette base-là. Voilà, donc je vous ai dit quelque chose de très simple. Dans le monde stable, abondant en ressources, on pouvait faire de la performance tout le temps. Puis quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Là, on est en train de rentrer dans le monde de la polycrise, de la permacrise, le monde fluctuant. Donc, on va faire de la robustesse tout le temps et de temps en temps, on va autoriser la performance. Si vous voulez, c'est le pompier, hein, encore une fois. Hein. Le pompier, quand il est au feu, il ne fait pas une approche participative hein, pour savoir qui va au feu. Hein. Là, c'est performant, hein, c'est du pouvoir, c'est du dictatorial. Hein. Donc là, toi, tu y vas, toi, tu sors. Voilà. Ça, c'est de la performance. Mais le pompier, il passe 20 minutes au feu, hein, pas plus que ça. Quoi. Le reste du temps, il dort, il s'entraîne, il attend qu'on le sonne. Ça, c'est de la robustesse. Voilà. Il recharge les batteries, si je puis dire. Ok, alors si vous voulez explorer plus, il y a plein de territoires qui commencent à s'engager dans la robustesse, donc des entreprises, des associations, des collectivités territoriales, des territoires, la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, toute la Belgique francophone, pour sa vision 2030, ils ont mis un seul mot, et ce mot, c'est robustesse. Et ce n'est pas par hasard, hein, c'est un territoire qui a vécu des grosses fluctuations, et, y compris politiques dernièrement, mais dans tous les sens, hein, des grosses inondations, la sidérurgie, etc., qui est partie, beaucoup de choses. Et donc, ça sera des territoires écoles à chaque fois. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Et puis, en fait, si j'avais un appel à vous faire et à faire à cette communauté, c'est justement de créer vos communautés apprenantes sur la robustesse. Ça va vraiment être quelque chose qui va nous mobiliser dans les années à venir. Ça veut dire, ça peut être 10-20 personnes hein, dans vos territoires, dans vos entreprises, dans vos associations, dans vos écoles. Travailler cette notion-là. En fait, ce n'est pas du clé en main, hein, la robustesse. Hein, c'est vraiment à travailler, c'est très situé, c'est très local. Et donc là, il se trouve qu'il y a Gatien Bataille et Laurent Marceau qui ont créé une sorte de plateforme, larobustesse.org, avec plein d'outils en open access. Vous pouvez aller faire un tour. Et vous allez trouver des ressources pour construire vos communautés. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. Si vous voulez creuser, il y a des bouquins, peut-être le petit tract Gallimard, là, Antidote au culte de la performance. 60 pages, c'est un texte d'intervention. C'est que des punchlines, hein, mais voilà, c'est juste pour donner le message. Les 3 bouquins chez Audi Jacob, c'est plus pour creuser plus en détail. Un petit MOOC, et puis l'Institut Michel Serres, là aussi, il y a des ressources dans l'onglet S'impliquer, hein, sur des premiers pas, des formations et des projets inspirants. Je m'arrête là, je vous ai dit beaucoup de choses. Peut-être que vous avez des questions. Merci de votre écoute.